Alors, c'était chaud cette semaine, c'était très chaud. Jérôme Powell a déçu les marchés en disant que les taux d'intérêt vont rester très élevés. Nous allons décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo de Café Dimanche. Et je vais vous également parler de mon scénario du pire. Qu'est-ce qui peut se passer avec les actions, avec les indices dans les prochains mois dans un scénario le plus négatif que je peux réalistiquement envisager. C'est Miner Cash, c'est le café du dimanche. Inscrivez-vous à la chaîne en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que sur Telegram, je suis toute la semaine, je suis très joignable. Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Miner Cash. Toutes les informations sont dans la description à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais également partager avec vous quelques idées du moment. Quelles sont les pistes d'investissement qu'on pourrait envisager malgré les difficultés boursières, les difficultés que les indices traversent actuellement. Et mes amis, surtout n'oubliez pas de mettre un like pour me soutenir dans le développement de cette chaîne gratuite. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Je vous rappelle également que Miner Cash, c'est pas que la chaîne YouTube, c'est également le club Option Invest et le club Patrimoine. Et pour ceux qui en font partie, il y aura tout à l'heure une deuxième vidéo où nous allons analyser le portefeuille Miner Cash Patrimoine, quelles sont les dernières acquisitions que j'ai fait dans ce portefeuille et quelles sont les stratégies que je vais implémenter pour les semaines à venir. Et maintenant, nous commençons. Je vous rappelle que Miner Cash est partenaire de courtier Interactive Brokers, qui est selon moi le meilleur courtier que nous avons en France et que j'utilise pour tous mes investissements et le trading boursier. Sans aucune surprise, je vais commencer cette vidéo par l'analyse de la communication de la Réserve fédérale qui a tombé ce mercredi. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, c'est cette phrase qui a fait peur, surtout peur les marchés financiers, c'est que les taux d'intérêt que les marchés espéraient de voir plus bas déjà à partir du début de l'année prochaine, qui peuvent rester beaucoup plus longtemps que prévu, voire éternellement. Ça fait vraiment peur au marché parce que le consensus dominant avant cette réunion de la Fed était le suivant, que actuellement, la Fed arrête avec les hausses de taux et à partir de l'année prochaine, graduellement, ils vont commencer à les baisser. Évidemment, les baisses des taux, c'est toujours une très bonne nouvelle pour les marchés. Et donc, les marchés, ils vivaient dans cette hypothèse et cette hypothèse a été détruite par Jerome Powell lors de sa dernière réunion. Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur cette réunion pour une raison suivante. Parce que depuis le début de l'année 2023, je vous dis que je n'étais pas d'accord avec le consensus dominant concernant les taux d'intérêt. À cette époque-là, dans toutes mes vidéos de Café de Dimanche, je disais que non, je ne pense pas que ce sera possible, tout simplement parce que l'inflation sera très difficile à combattre, que la hausse des taux simplement peut ne pas suffire même pour combattre cette inflation. Et dans les faits, ce que nous voyons aujourd'hui, que effectivement l'inflation, elle est toujours là. Bon, certes, elle a diminué parce que nous avons vécu une phase absolument drastique de la hausse des taux, mais presque sans précédent. Évidemment, ça ne pouvait pas ne pas avoir de l'impact sur l'inflation. Par contre, structurellement, l'inflation, elle est toujours là. Structurellement, il y a même toujours de la croissance. Malgré ce cycle de hausse de taux sans précédent aux États-Unis, la croissance, elle est toujours là. En Europe, c'est différent. En Europe, la croissance n'est pas là. Donc, on a été en récession cet été. Donc là, les choses s'améliorent un tout petit peu au mois d'août. Nous avons vécu une phase de resserrement monétaire la plus drastique de l'histoire économique. Et le marché, maintenant, il s'est réveillé. Il s'est réveillé déjà en deux fois. La première fois, c'était en juillet dernier, quand ils ont réalisé que cette année, il n'y aura pas de baisse des taux. C'était clairement dit par Jerome Powell. Et maintenant, il dit même plus que même pour l'année prochaine, rien est garanti. Grosso modo, il reste le marché sans visibilité, sans l'horizon clair, quand est-ce qu'il va commencer à baisser les taux. Et ça, c'était vraiment le catalyseur principal des marchés. Donc du coup, je ne vais pas trop m'arrêter parce que déjà, dans mes hypothèses qui ont été confirmées finalement par cette réunion de la Réserve fédérale, nous pouvons déjà revenir sur mes vidéos précédentes et voir quelles seront les conséquences. Évidemment, le marché réagit. Nous avons vu déjà la chute pratiquement boursière de ce jeudi, accompagnée de la très forte hausse de toute la courbe des taux aux États-Unis, non seulement aux États-Unis, en Europe, pareil. Je vais vous rappeler que la semaine dernière, Christine Lagarde, elle a délivré également le message qui n'a pas plu au marché, elle a monté les taux. Après, elle était assez optimiste en termes de sa capacité de préserver ce taux actuel pendant un certain temps, malgré l'inflation qui reste très élevée en Europe, contrairement aux États-Unis. Je vous disais toujours que la situation en Europe elle est bien plus compliquée. Premièrement, qu'en Europe il n'y a pas de croissance et aux États-Unis il y a de la croissance.
Et pas que ça comme problème, c'est que surtout la force du dollar. Encore, on revient toujours et encore sur ce sujet un peu fétiche de tous les complotistes, que le dollar reste le roi, veut nous ou pas. Donc le dollar, c'est la devise internationale et elle est largement dominante même par rapport à l'euro. Donc ça veut dire que Jérôme Powell, il a plus de facilité d'implémenter sa politique monétaire, il a plus de facilité de gonfler la dette parce que justement, ils peuvent exporter leur inflation, ils peuvent instrumentaliser encore et encore la position dominante du dollar. Et effectivement, le cœur de la puissance américaine, c'est le dollar qui reste la devise de réserve internationale. Même si c'est en train d'être questionné par certains pays, mais toutes ces tentatives de détrôner le dollar de sa première place indiscutable reste toujours pour l'instant un peu trop ambitieuse pour que ce soit vrai. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les conséquences de cette décision, notamment sur la conséquence boursière. Comment ça va affecter les marchés? Et nous allons se fixer un horizon jusqu'à la fin de cette année 2023. Qu'est-ce que nous attend pour le trimestre qui va commencer la semaine prochaine? Vu que le café de dimanche, c'est avant tout la macro, donc on va jeter rapidement un œil sur les statistiques qui ont été publiées cette semaine. Donc le CPI en Europe, donc ça c'est l'inflation grosso modo dans la zone euro, il était inférieur, très légèrement inférieur aux anticipations, mais ça reste quand même 5,2. Mes amis, c'est quand même très important pour une inflation européenne en Europe où il n'y a pas de croissance. Nous sommes dans la situation qui ressemble beaucoup à la stagflation, c'est un phénomène économique qui est considéré comme le plus dangereux par de nombreux économistes et qui correspond plus exactement à la situation quand il n'y a pas de croissance, ce qui est le cas en Europe, et pourtant il y a de l'inflation que la Banque centrale européenne est obligée de combattre pour la ramener vers son benchmark de 2% qui fait partie de mandat de cette Banque centrale européenne. Après, je reste d'avis que le benchmark de 2% qui est utilisé par pas mal de banques centrales dans les pays occidentaux, pour moi, il ne rime à rien parce que tout simplement, ça doit être une fonction de la situation économique actuelle. Parce que le 2% fixe, marqué dans le mandat, je trouve que c'est trop contraignant pour que cette politique que réalise la Banque centrale soit efficace. Typiquement, quand il faut stimuler un petit peu plus l'économie, on doit pouvoir déroger sur cette règle. Après, je pourrais être éventuellement d'accord que la médiane pourrait se trouver autour de 2%, mais ce n'est pas gravé sur le marbre. Et pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est une des possibilités que les régulateurs internationaux, peut-être au niveau je sais pas, de Jackson Hole, ils pourraient discuter justement pour revoir ce benchmark de 2% pour le ramener vers quelque chose qui fait un peu plus de sens économique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de statistiques, c'était clairement une semaine de la Réserve fédérale, pourtant celle qui était publiée était très importante. Donc CPI en Europe, il est scruté par les analystes parce que c'est notre inflation qui reste très élevée, il reste très élevée surtout par rapport à la croissance, mais aussi par rapport aux obligations ou les taux que proposent les obligations des pays membres de la zone euro. Ensuite, les statistiques importantes publiées aux États-Unis, c'est le chômage, donc Initial Jobless Claims, donc c'est qui est ressorti légèrement meilleur que prévu. Ça montre encore une fois que la croissance est toujours là aux États-Unis. C'est pareil pour le building permit, c'est les permis de construction, donc les supérieurs aux attentes. Donc ça veut dire que l'immobilier, malgré tout, malgré les taux phénoménaux que le marché exige maintenant, l'immobilier continue à se comporter bien. D'ailleurs, sur ma chaîne Telegram, j'ai fait une publication récemment sur les foncières cotées et sur l'immobilier américain où je vois particulièrement beaucoup de risques. Je continue à considérer ce marché comme très très risqué. Par contre, il y a une véritable chute malgré les statistiques liées à l'immobilier qui restent toujours bonnes. Donc voilà, vous voyez, on voit un petit peu une décorrélation entre les marchés financiers, à l'occurrence les marchés boursiers, et les statistiques macro liées à l'immobilier. Les ventes dans l'ancien, elles étaient légèrement inférieures aux attentes des analystes, mais vraiment très proches au consensus, donc ça ne peut pas changer la tendance. Je vais jeter un œil sur le tableau de bord, parce que ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Minder Cash, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un tableau de bord que j'utilise depuis un certain temps.
où nous pouvons effectivement faire un tour très rapide sur les principaux paramètres du marché. Donc nous pouvons constater que actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, c'est le vendredi soir, donc les marchés sont en train de rebondir. Pour moi, c'est un rebond technique. Je ne m'attends pas à des bonnes nouvelles pour la semaine prochaine. On verra à court terme si j'aurai raison ou pas. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de catalyseur pour que les marchés repartent à la hausse parce que les rêves sont brisés malheureusement. Ensuite, nous pouvons voir également que le pétrole, franchement, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément parce que le pétrole reste sur des niveaux très élevés. C'est lié à l'offre et la demande, notamment dans le gasoil. C'est lié indirectement ou directement avec la crise de la guerre en Ukraine. Le pétrole reste sur des niveaux extrêmement élevés et c'est supérieur à ceux qui étaient anticipés par la Banque Centrale Européenne quand elle faisait ses prévisions. J'en ai parlé dans la précédente vidéo de Café Dimanche, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle fait les prévisions par rapport aux variables du marché et en fonction de ça, elle émet genre une hypothèse comment l'économie européenne va évoluer l'année prochaine. Et donc, dans l'hypothèse de base de la Banque Centrale Européenne, le pétrole il se trouvait entre 80 et 85 dollars. Aujourd'hui, nous sommes largement au-delà. Mais il y a un phénomène qui est encore plus dangereux, c'est que si le pétrole reste à ces niveaux-là, les prix à la pompe vont monter. Ça, c'est inévitable, malgré les différentes mesures un peu bizarres qu'on lance en France pour caper les prix de manière artificielle. Tôt ou tard, le marché va prendre le devant, les prix à la pompe vont augmenter et ça va forcément affecter tous les prix à la consommation, tous les prix qu'on paye dans tous les magasins pour tous les produits. Il y a une part de pétrole plus ou moins importante. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas espérer que l'inflation va ralentir. Au contraire, on peut avoir des mauvaises nouvelles dans les publications futures qui vont constater que l'inflation reparte à la hausse. Et ça va être presque catastrophique pour les marchés financiers. Et ça va correspondre plus ou moins au sujet de cette vidéo où je vais être un peu joué à vous faire peur pour vous montrer le scénario que j'anticipe comme le scénario du pire. Voilà. On voit également une hausse de l'indice VIX. L'indice VIX, c'est l'indice de la peur. Je vous rappelle que c'est l'indice qui est calculé à partir du marché d'options sur l'indice S&P 500. Pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je vous rappelle que l'expertise principale de Projet Miner Cash, c'est les options et j'ai un club Option Invest dont les détails vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Et donc, cet indice le reflète la volatilité implicite des options sur l'indice S&P 500, ce qui représente à son tour la nervosité du marché. Donc, plus il est élevé, plus le marché est nerveux. Donc, pendant un certain temps, d'ailleurs pour moi c'était une grosse surprise que cet indice VIX il restait à des niveaux très bas qui correspondaient plutôt à des niveaux quand la Fed elle était très accommodante, donc et les taux quand elle était très très bas. Pourtant, l'indice VIX il restait dans ces niveaux-là, malgré les risques qui ne cessaient pas d'augmenter. J'ai vu une explication, je crois que c'était sur Wall Street Journal ou sur CNBC, il disait que l'indice VIX il a un petit peu changé du profil, tout simplement à cause de la popularité du trading des options, parce que le trading des options devient presque la norme. Avant, c'était vraiment très exotique, c'est uniquement des traders très expérimentés qui intervenaient sur ce marché. Maintenant, ça commence à se généraliser, ça commence à se banaliser. Et donc, c'est une raison de plus pourquoi vous pourriez vous intéresser également à ce marché. Et Miner Cash vous propose également une formation dans ce domaine. Voilà, en ce qui concerne l'image globale. Maintenant, nous allons regarder l'indice technique qui va plus ou moins refléter la situation macro. Voilà, on va commencer les films d'horreur par S&P 500. C'était un petit peu une blague quand même que je disais que j'allais vous faire peur. C'est plus, je vais vous présenter mon avis, comment je vois l'évolution des marchés dans un scénario réalistiquement négatif, que je pense que assez pertinent à évoquer aujourd'hui, parce que, comme je viens de dire, les rêves sont brisés. Maintenant, le marché peut commencer à revaloriser les actifs, notamment les valeurs technologiques qui ont été pricés avec des ratios relativement élevés. Pourquoi ils étaient pricés avec des ratios relativement élevés? Bah, tout simplement parce que ils introduisaient les taux de croissance qui étaient importants, et les taux de croissance est toujours calculé par rapport au taux sans risque. Donc, vu que le taux sans risque maintenant il monte, même à long terme il monte, donc cela veut dire que les investisseurs vont exiger une prime de risque supérieure par rapport à ces valeurs. S'ils vont introduire la prime de risque supérieure pour des valeurs de croissance, dans ce cas-là, leur cours qui paraissait pas cher pour certains
il y a quelques semaines, maintenant, il me paraît plus cher parce que justement, ils doivent assurer encore plus qu'ils assurent. Avant qu'on commence à regarder les graphiques techniques, il est quand même nécessaire de préciser que je ne suis pas actuellement en attente d'une chute boursière ou un crack économique. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que même si les banques centrales ont déçu, bon, à la fois la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, nous restons plus ou moins quand même dans le même consensus. Dans le consensus qui fait confiance aux banques centrales, notamment à la Fed. Donc il suffit que la Réserve fédérale change son discours en faveur des baisses des taux probables tôt ou tard, les marchés vont réagir immédiatement. Donc structurellement, nous restons dans le même scénario que dans lequel nous vivons depuis, je pense, une décennie déjà, que les banques centrales déterminent globalement les tendances boursières, et les banques centrales sont les plus scrutées par les automates de trading, par les traders, par les investisseurs. Ça reste le principal paramètre économique à surveiller. C'est la politique des banques centrales. C'est le cas depuis de nombreuses années et ça reste le cas aujourd'hui. Cette déception que nous avons vue de la part des principales banques centrales, certes, c'est une déception en termes du timing du retour à la baisse des taux, mais ce n'est pas une déception qui remettrait en cause la confiance dans le régulateur. Et c'est uniquement la perte de confiance dans les banques centrales, pour moi, pourrait être un déclencheur de quelque chose de très grave. Pour ceux qui sont abonnés à Miner Cash Premium, j'ai écrit un article il y a quelques mois sur un scénario d'un crack mondial. Et justement, j'en ai parlé que aujourd'hui, les marchés financiers, ils tiennent sur la confiance dans les banques centrales, et pour l'instant, elle n'est pas brisée. Je ne vois pas des raisons de croire que cette situation change dans l'immédiat. C'est très important à comprendre quand nous allons continuer notre discussion sur le graphique technique, c'est que je reste quand même peut-être bearish, mais dans l'ampleur raisonnable. Donc j'attends une correction, probablement une correction relativement profonde, mais je n'attends toujours pas d'une chute malgré une situation macro, malgré une situation au niveau de la politique monétaire qui s'est détériorée significativement, notamment la semaine dernière. Voilà. Donc, comment je vois la situation sur l'indice S&P 500? Donc ça, c'est le début de la chute en décembre 21. Donc là, c'est avant encore la guerre en Ukraine. Après, on a vu toute cette correction qu'on peut représenter sous une forme des vagues et les hautes, croire ou pas. Moi, j'aime bien ce modèle. Après, vous savez, chaque trader il utilise son propre modèle. Moi, j'aime bien le vague et les hautes parce qu'effectivement, ils ont fait certaines preuves. Ça marche pas dans tous les cas, évidemment, mais ça permet d'avoir des probabilités relativement en notre faveur pour commencer à trader ou bien pour avoir une idée sur les évolutions futures des cours boursiers. Donc pour moi, ça s'inscrit plus ou moins dans l'hypothèse de la correction ABC. Donc quand le plus bas il a été touché en octobre 2022. Donc je dois vous rappeler que ici je me suis trompé parce que moi je voyais à l'époque le modèle un peu différemment et je m'attendais à encore une correction plus profonde. Pourquoi mon hypothèse initiale n'a pas marché? Bah, tout simplement à cause ou grâce à les valeurs d'intelligence artificielle. Parce que vous voyez que le hype dans l'intelligence artificielle a commencé à peu près en mars 2023, peut-être un peu avant, hein, quand on a commencé à parler dans tous les médias partout de ChatGPT et des autres solutions qui voient le jour maintenant une après une autre. Et on voit que c'est à ce moment-là que mon modèle correctionnel a été cassé. Et donc, nous avons atteint le niveau de 4200 qui était à l'époque une résistance. Donc, cette résistance, elle a été touchée. On a retombé sur les 3800, 3700. Ensuite, on a reparti encore fois tiré par les GAFAM qui étaient largement positionnés sur l'intelligence artificielle. Et cette fois, la résistance, elle a été cassée. Et nous avons vécu en fait cette phase boursière, cette cassure qui a été réalisée à 100% grâce à l'intelligence artificielle et les valeurs qui pèsent énormément dans les indices. Depuis justement juin 2023, je vous parle de déséquilibre dans les indices, notamment les indices américains, où les valeurs technologiques, notamment les GAFAM, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, surtout Nvidia, maintenant qu'il a contribué énormément dans cette hausse, elle pèse énormément, et donc cet indice, il s'est offert justement cette cassure illogique de la résistance, et nous avons pu avoir l'impression que le marché il repart durablement à la hausse, et maintenant cette hypothèse elle est en train d'être questionnée par les opérateurs de marché.
Dans cette vidéo, nous allons analyser la situation. Qu'est-ce qui va se passer si jamais les analystes et les traders décident que non, c'est un peu trop cher, il faut revenir sur des hypothèses plus pessimistes? Eh bien, dans le scénario négatif mais réaliste, moi je vois tout simplement le retour dans le flat. C'est plus ou moins ce que fait aujourd'hui l'indice CAC 40. On va le voir tout à l'heure. Donc, si je vous montre sur le graphique, pour moi, on devait, hors intelligence artificielle, on devait rester dans ce scénario pendant tout au long de cette année. Donc on devait normalement évoluer plus ou moins dans ce scénario et avoir ce qu'on appelle la correction flat. Ce qu'on voit sur le CAC 40, ce qu'on voit sur de nombreux indices qui sont comparables aux indices américains. Et uniquement grâce au phénomène de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la disbalance, de déséquilibre des indices américains en faveur des GAFAM, on a eu cette cassure. Bon, après c'est un peu con, on doit appeler ça une cassure parce que ça durait quand même plusieurs mois, mais ce comportement qui ne s'inscrit pas dans les modèles techniques. En tout cas, dans les modèles techniques que moi je vois pour moi-même. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que cette hausse des marchés en juin 2023 peut être expliquée par autre chose que les sociétés technologiques, intelligence artificielle, parce que le but qu'on partage quand même dans les commentaires nos avis. Ici, j'initie le débat et après, nous allons arriver au consensus dans les commentaires à cette vidéo. Donc voilà, dans ce scénario, moi je vois tout à fait une grosse probabilité d'une continuité de la baisse des marchés américains pour retester la résistance qui est devenue le support autour de 4200 points sur l'indice S&P 500. Ça ne va pas sans doute se passer en ligne droite, on devrait peut-être vivre un rebond et ensuite ça va être cassé pour revenir dans le canal où on devait rester s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce que je vois pour les mois à venir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas spécialement en scénario catastrophique. D'ailleurs, le scénario catastrophique, j'ai déjà évoqué sur mon site, dans mon blog mindercash.fr. C'était un article qui était réservé aux abonnés, où j'ai parlé vraiment de scénario du pire, ce qui peut se passer et pourquoi, et surtout quels sont les indicateurs qu'il faut suivre pour identifier le big crack, ce que je l'appelle. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'indique que ce Big Crack devrait arriver en 2023. Ça reste possible parce que Big Crack, en général, ça arrive avec des événements imprévus. Et les événements imprévus, par définition, on ne peut pas les prévoir. Donc voilà. En tout cas, ce que concerne l'indice S&P 500, pour moi, c'est juste le retour à la réalité, le retour à la normale qui va se passer. Et on va continuer cette correction flat, si vous voulez, qui est en dessous de niveau de 4002 et l'évolution de l'indice devrait, selon cette hypothèse, devrait avoir lieu entre 3600, je pense que c'est un peu trop optimiste, entre 3750, c'est l'ancienne support que moi j'ai tradé plusieurs fois l'année dernière, et sur le haut, comme la résistance, ça sera 4200, comme ça devait être normalement. Maintenant, nous allons jeter un œil sur le CAC 40. Par contre, sur le CAC 40, c'est pas vraiment une correction, c'est plus une stabilisation flat, parce qu'il y a eu une grosse puissance haussière qui a été entamée en septembre 2022. CAC 40, il a une structure assez spéciale parce qu'il est très orienté luxe, très orienté value. Luxe, quand on parle de luxe, on parle de la Chine, et la Chine, il a eu un vent en poupe justement en cette période-là, et les valeurs luxe ont profité largement, ainsi que Total Energy qui pèse énormément dans l'indice de CAC 40. Et Total Energy, évidemment, c'était un grand gagnant ces dernières années avec les prix de l'énergie. Et toutes ces valeurs-là ont contribué que le CAC 40 a performé mieux que les autres indices. Après, le CAC 40, c'est très particulier. Il y a eu un espèce d'un alignement des planètes pour l'indice français, que à la fois et le luxe et le pétrole étaient tous les deux dans le même sens. Le CAC 40 est sous-pondéré en technologie et finalement, il montre une certaine décorrélation par rapport aux indices américains, ce qui est pas mal d'ailleurs parce que ça permet d'avoir un sort de hedge sur le CAC 40, si vous voulez, parce que en investissant dans le CAC 40 et dans le Nasdaq ou S&P, nous investissons pas dans le même profil des entreprises. Quand vous investissez dans les indices américains, si vous pratiquez l'investissement indiciel,
c'est très bien de voir cette diversification, le CAC 40 qui apporte les dividendes, qui apporte de la value, qui apporte une exposition sur les émergents, et S&P 500 qui est largement dominé par la tech américaine. Voilà. Et donc, ce phénomène-là, moi, je m'attends à voir sur l'indice S&P 500. Et pour le CAC 40, la situation, si on part des scénarios du pire, il est un petit peu plus compliqué. Malheureusement, parce qu'on a monté trop haut ici. Donc maintenant, on est en train de se calmer et je ne crois pas une seule seconde que le retour se fera par le haut. Donc pour moi, le niveau 7500, c'est le niveau maximum absolu. Donc je vois absolument aucun scénario réaliste quand on casse cette résistance, on va plus haut. D'ailleurs, dans le club Option Invest, j'ai tradé plusieurs fois la stratégie qui s'appelle Bear Call Spread et qui permet de s'exposer short de manière très prudente sur l'indice CAC 40. En plus, c'est une stratégie qui est en net crédit, donc ça veut dire quand vous ouvrez la position où votre compte de trading est crédité en argent. Après, j'explique tout en détail dans le Club Option Invest, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je construisais cette stratégie Bear Call Spread dans une zone de 7400, ça dépend, après j'ai eu plusieurs positions avec des niveaux différents, et la zone vers le haut c'était 7800. Voilà, donc ça a marché 3 fois cette année, donc, et j'ai raté cette fois, malheureusement, j'étais en vacances, j'étais peut-être un peu moins concentré, et malheureusement j'ai pas pu ouvrir cette position quand une excellente opportunité s'est proposée la semaine dernière quand le CAC était à 7400, donc j'ai dû absolument rouvrir la même position, je serais déjà largement gagnant. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne vois pas la cassure de la résistance. Par contre, la question elle est bien plus difficile à répondre. Est-ce que je vois la cassure du support? Le support qui se trouve au niveau de 7100 à peu près. Bon, là, je n'aime pas annoncer les niveaux très exacts. Donc disons, c'est entre 7050 et 7100. On a un support puissant avec un niveau psychologique de 7000 évidemment qui peut être joué par les traders. Donc, est-ce que ça peut être cassé? Moi, je pense que malheureusement, oui, vu les annonces de la Banque Centrale Européenne, vu l'incapacité de la Banque Centrale Européenne d'atteindre ses objectifs, l'inflation reste toujours élevée, on peut avoir des mauvaises surprises en provenance de l'Europe, l'inflation peut ne pas se calmer, surtout vu les prix du pétrole, et la Banque Centrale Européenne risque d'être obligée d'agir, de devenir encore plus restrictive en termes de sa politique monétaire, et ça peut rebasculer l'économie européenne dans la récession, et dans ce cas-là, on peut vivre vraiment les moments un peu compliqués sur l'indice français en cassant les niveaux de 7000 pour descendre sur des résistances de 6700 assez facilement en ayant le support intermédiaire au niveau de 6800. Voilà, donc ça c'est mon scénario pour le CAC 40. C'est pour ça que quand je trade ce canal, je trade short quand on s'approche vers la borne haute, mais je ne trade pas long quand on s'approche vers la borne basse, parce que il y a toujours, à chaque fois quand on touche ce support, il y a un risque de cassure. Voilà mes amis, donc pour résumer, qu'est-ce que je pense par rapport à ces indices? Donc pour S&P 500, je pense qu'il y aura une petite baisse et après le flat. Il y aura énormément de mouvements acheteurs à un certain niveau sur les valeurs de la tech, parce que la tech elle est quand même très rentable. Les GAFAM vont toujours continuer à soutenir le marché américain. Par contre, on n'aura pas ce soutien sur le marché français. Si on casse les 7000, allez, on va arrondir sur les 7000, la situation risque de devenir un peu plus compliquée et les fondamentaux sont là pour justifier cette complexification. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez un avis contraire, je serais ravi de partager avec vous et je vous rappelle que je réponds à toutes les questions posées dans les commentaires. Voilà mes amis, maintenant nous allons parler des opportunités que je vois actuellement sur les marchés financiers. Une des opportunités que je vois actuellement qui est assez évidente, c'est les taux américains. Je propose deux ETF à analyser. Le premier, c'est TLT, qui est très connu, et le deuxième ETF, qui fait partie d'ailleurs de ma liste de screeners de ETF que je présente sur mindercash.fr. C'est un équivalent plus ou moins de TLT, mais qui est disponible sur Euronext Paris, donc qui est facilement tradable avec les comptes de bourse classiques qu'utilisent d'habitude les Français. C'est plus ou moins la même chose, donc là on va rester peut-être sur TLT parce qu'effectivement il est plus connu. CTF obligataire
sur les obligues long terme américaines. Donc on voit que nous avons atteint les niveaux que nous n'avons pas vus depuis, oulala, je sais pas même, j'ai même pas assez de d'historique pour le voir, donc c'est vraiment très très bas. Ça veut dire quoi? Les ETF obligataires très bas. Les ETF obligataires, ils achètent les obligations, donc ils payent les obligations en dollars. Quand les taux montent, les prix d'obligations baissent. Donc c'est normal que les ETF baissent quand les taux montent. Par contre, actuellement, en achetant cet ETF, quelque part, vous fixez indirectement le taux à 4,5% approximativement le jour quand j'enregistre cette vidéo. Pour moi, je commence à suivre de très proche ces ETF, notamment dans le projet Miner Cash Patrimoine, dont la vidéo sera publiée tout à l'heure. On va en discuter encore plus en détail. Et ce marché commence à être attractif parce que les taux actuels sont proches, ils sont même supérieurs à l'inflation aux États-Unis, mais inférieurs à l'inflation en Europe. C'est pas la même zone de devises, mais dans tous les cas, ça reste quand même deux devises majeures où nous avons l'habitude d'avoir une inflation faible et les taux relativement faibles également. Aujourd'hui, les taux ne sont pas faibles, et donc c'est peut-être le moment de les figer en achetant les ETF. Je vais passer à l'action quand le taux US, le taux 10 ans, qui pour moi, et pas que pour moi, le benchmark principal, va dépasser 4,8%. À partir de ce niveau-là, je vais considérer que la courbe des taux s'est plus ou moins normalisée et les taux ne vont pas aller plus loin. Je vais revenir un petit peu sur la discussion macro que nous avons entamée au début de cette vidéo. Pour moi, mon consensus dominant, si vous voulez, c'est que la Réserve fédérale, effectivement, est au bout de son cycle de hausse des taux. Je parle des hausses de taux. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va baisser, si elle va le baisser dans l'avenir proche. Mais en tout cas, pour les hausses de taux, je pense que peut-être il y aura encore une petite hausse, mais pas plus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que les taux vont rester un certain temps très élevés, comme a dit Jerome Powell lors de son dernier meeting, et nous allons voir ce qu'on appelle la normalisation de la courbe de taux. Actuellement, la courbe des taux, surtout avant de cette réunion, elle était très inversée. Donc cela veut dire que les taux plus courts, ils proposaient les rendements plus importants que les taux plus longs. Pourquoi ce phénomène peut se produire? Parce que normalement, quand on investit à plus long terme, on s'attend d'avoir les taux plus importants, n'est-ce pas? Et bel et bien parce que les marchés, justement, anticipaient la baisse des taux d'ici quelques temps. Et maintenant, vu que cette hypothèse est de plus en plus questionnée, on commence à voir la remontée des taux longs par rapport aux taux courts. Et donc, je pense que c'est tout simplement cette hausse des taux, ce n'est pas une panique boursière, c'est un processus tout à fait normal que maintenant, les investisseurs ou les personnes qui investissent dans ce marché obligataire, ils ne s'attendent plus que les taux d'ici X années vont rester aussi bas qu'ils pensaient encore il y a quelques semaines. Et donc, une fois que cette normalisation de la courbe des taux sera terminée, on va voir les taux américains qui seront proches de 5%. Eh bien, cette courbe sera normale pour la politique actuelle de la Fed. Et donc, le temps qu'elle ne change pas la politique, on peut rester avec ces taux relativement élevés. Donc je pense que c'est un peu tôt quand même de rentrer sur ces ETF parce que cette normalisation de la courbe n'est pas encore terminée. Elle vient juste de commencer et elle peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il ne faut pas se précipiter à sortir sur ce marché parce que j'ai déjà vu beaucoup d'analystes qui disent ah voilà les taux US, les TLT, machin, il faut les acheter. Mais c'était les différents youtubeurs qui en parlent maintenant très souvent de ça. Mais je pense que c'est quand même relativement tôt, et d'ailleurs ça me donne raison pour l'instant, c'est que je n'achetais pas à 100 quand le TLT est à 100 dollars, à 95 ça paraissait aussi alléchant, je ne l'ai pas acheté, et je ne l'achète même pas maintenant parce que pour moi, aujourd'hui, la courbe des taux ne représente pas la posture de la Fed. Une fois qu'elle va commencer à représenter la posture de la Fed, et dans l'hypothèse que ne bougent plus les taux vers la hausse, c'est à ce moment-là qu'il faudra rentrer sur ces ETF. Donc évidemment, je vais le communiquer à mes abonnés dans le cadre du projet Miner Cash Patrimoine. Et 4,8, je pense que c'est encore même assez agressif comme positionnement. Mais surtout aujourd'hui, c'est mécaniquement, même techniquement, ça sera très compliqué à baisser les taux. Je parle bien évidemment de moyen terme, parce qu'à court terme, tout peut se passer sur le marché comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est la principale opportunité que je vois actuellement, qu'il faut absolument suivre. Mais il y a une autre opportunité qui concerne notamment les déteneurs des PEA. C'est l'action Pernod Ricard. Donc là j'habite dans le sud de la France, donc je le connais bien. Donc en fait cette action que nous allons analyser en détail dans la vidéo de tout à l'heure avec mes abonnés,
techniquement parlant, il est arrivé à ces supports, il est même en train de les casser. Après, il y a des mauvaises anticipations comme quoi la croissance va être en berne. Sur certains ratios, type PEG, elle peut paraître toujours un peu chère, mais par contre, si on regarde les analyses, les attentes des analystes par rapport au BPA, donc bénéfice par action, et le chiffre d'affaires, à partir de 2024-2025, la croissance doit revenir sur cette action et 2024 risque d'être effectivement une année un petit peu, pas difficile, mais une année où le chiffre d'affaires de Pernod Ricard va stagner. Mais n'oubliez pas que c'est une valeur qui prétend être une valeur de catégorie A, c'est quand même une valeur très costaud. Peut-être il ne faut pas être trop gourmand avant de rajouter dans ses portefeuilles. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté. Je vais l'acheter, je vais le communiquer au sein de mon club. Mais c'est une idée d'investissement sur laquelle je suis actuellement un peu contrariant, si vous voulez. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas s'il vous plaît mettre en like, partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous rappelle que je reste disponible sur Telegram toute la semaine. Mettez-moi des commentaires, posez des questions. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. A très bientôt et mind your cash. Bye bye.